Stéphane, c'est à toi. Merci, Perle. En fait, oui, cette petite illustration, ça révèle exactement ce qu'on souhaite faire, parce qu'on a beaucoup vu que les gens travaillaient un peu dans leur coin. Donc, si on peut rassembler les informations et les partager de façon communautaire, nous serions ravis. On a mis le 2020, c'est pas nous qui l'avons dessiné, mais on aimerait bien que ce soit ça. Donc, très rapidement, ah oui, très important, le code Wi-Fi. Voilà, vous l'avez. Je vous laisse quelques temps pour pouvoir le noter. De toute façon, je crois qu'il est noté un petit peu partout. Voilà. Donc voilà, ça OK. En fait, pour démarrer ces quelques slides d'introduction, donc sûrement il y a certaines choses, même beaucoup de choses que vous savez déjà. Néanmoins, en août 2018, le World Economic Forum a sorti une étude très intéressante sur les métiers qui vont disparaître et ceux qui vont émerger. Si on constate, on va agrandir un petit peu la liste, si on constate ceux qui sont en déclin, on s'aperçoit que 100% de ces métiers concernent des métiers, ça paraît évident, sont des tâches répétitives. Celles qui concernent l'industrie, les quatrièmes visées seraient des métiers liés à la supply chain. Quand on va un petit peu plus loin et qu'on cherche, parce que ce sont des métiers, on cherche les tâches qui, elles, déclineront et celles qui deviendront un peu plus importantes. Celles qui déclinent, quand on les analyse toutes, ben, ça représente le passé et malheureusement pour certains, le présent et le quotidien de la supply chain. Je vous laisse les lire chacune, mais bon, il n'y a pas trop de surprises là-dessus. Par contre, quand on voit dans les tâches quotidiennes qui seront en progression, eh ben, il y en a certaines qui concernent la supply chain, pas toutes. Hein, on a enlevé le leadership et la social influence et l'intelligence émotionnelle, mais les minimums, en tout cas, pour pouvoir gérer la supply chain de demain, serait parmi ces métiers-là. Et donc, c'est vrai que c'est compliqué. Ça peut paraître compliqué de dire qu'on va transformer une supply chain en 2 minutes. Par contre, si on se met à regarder les différentes tâches qu'on peut faire au quotidien, ne serait-ce qu'aujourd'hui, sans changer de métier, sans changer de personnel, etc., nous pouvons déjà regarder ces petites listes qu'on va retrouver un petit peu dans cette présentation. Alors, je sais, il y a sûrement des choses que vous savez déjà. Donc, c'est une première déjà, hein, on l'a peut-être pas assez dit, mais c'est une première. Donc on va prendre les 3A, la supply chain et 3A, en commençant par celle d'Amazon. Ah oui, mince, j'ai fait un petit peu un teaser. Bon, en général, quand on pose la question combien il y a d'employés pour Amazon, en général, on est incapable de dire combien exactement ils sont. Hein, je ne sais pas si vous avez une idée, vous. Mais bon, aujourd'hui, en 2018, ils sont 566 000. En 1995, quand ils ont démarré, ils étaient 5. Donc on peut dire que c'est quelque chose quand même qui est une très belle progression. En même temps, quand on met en corrélation le nombre de robots qui ont été intégrés dans Amazon, on en est à 100 000 aujourd'hui, aux alentours de 100 000. Donc ça ne veut pas dire que robot égale perte des emplois. Bien au contraire, c'est développement de l'activité. Déjà, ça c'est une équation et une idée reçue qu'il faut bien sûr balayer contre toute forme de passéisme, on va dire. Hein, c'est que c'est pas parce qu'on met des robots qu'on va remplacer obligatoirement des gens. On va faire autre chose avec ces gens et faire mieux et produire mieux et plus. On va faire une petite vidéo. Quand j'appuie, ça se démarre tout seul. Hein. Voilà, donc c'est juste pour que vous puissiez illustrer, voir comment se passe, pour ceux qui ne le connaîtraient pas cette vidéo-là, mais c'est une vidéo assez récente qui montre comment aujourd'hui travaille quelqu'un pour pouvoir faire en sorte que nos colis arrive pour certains en 2 heures ou même en 1 heure chez soi, ce qui est quand même fabuleux. Je pourrais me dire qu'une fois, j'ai commandé un livre, je l'ai eu en 20 minutes. Je n'ai pas compris comment ils ont fait. Hein. Je peux vous dire, j'habite le 15e, je n'ai pas compris comment ils ont fait, parce que l'entrepôt est au nord de Paris, à Porte de la Chapelle. Même avec le trafic, je me disais que c'était quand même un peu un exploit par rapport à ça. Tiens, pourquoi la vidéo s'est arrêtée? Ah, comment? Bon, j'ai fait exprès pour qu'on n'ait pas besoin de Wi-Fi. Et la vidéo s'arrête quand même. Voilà, hop. Voilà, hop. Ah ouais, elle était courte, pardon. Donc okay, on va continuer. Et donc en fait, si on reprend la liste, Amazon a essayé de mettre en pratique des tâches qu'on a vues, donc en gros qui correspondent à sa supply chain.
Là, je vais pouvoir prendre un peu mes notes parce qu'il y a beaucoup de choses qui peuvent être dites et je ne voudrais pas oublier quoi que ce soit. Hop. Donc, en fait, Amazon a connu une croissance ultra rapide. En 2004, après donc, sa création, parce qu'il faut se dire aussi que Amazon, c'est pas parce que c'est Amazon qu'ils n'ont pas connu une transformation numérique. En 2004, Amazon donc, atteignait déjà un peu moins de 7 milliards de dollars de chiffre d'affaires. Ils faisaient beaucoup de pertes également. En 2016, ils ont atteint près de 136 milliards de dollars. Ça en fait la société qui a dépassé les 100 milliards de dollars le plus rapidement possible. Le plus rapidement. Chaque année, ils connaissent une croissance de 20%. Leur objectif de faire 1000 milliards de dollars en chiffre d'affaires sera pour 2027. Ils ont déjà dépassé la valorisation en bourse après Apple il y a quelques jours de cela, de 1000 milliards. Ça devient une société qui est stratosphérique. Donc cet objectif est lié à une stratégie. Cette stratégie, c'est celle de Jeff Bezos. Jeff Bezos avait dit « Nous souhaitons avoir sur Amazon tous les produits qui puissent être vendus au moins un exemplaire sur Terre doivent être sur Amazon. » Quand on part de cette stratégie qui paraît simple, parce que c'est une simple phrase, mais qui peut être lancée comme une boutade ou un pari, ben finalement, tout le monde l'a mis en pratique. Et comment ils l'ont mis en pratique? En mettant la supply chain au centre de la stratégie, de façon quasi, pas obsessionnelle, mais pas loin. On va dire, c'est peut-être maladif. Donc, la supply chain d'Amazon, je crois que peu importe si l'objectif est réalisable ou pas, en fait. L'un des secrets majeurs de cette transformation d'Amazon, parce que je rappelle quand même que c'est la transformation numérique d'une société qu'on voit sous nos yeux aujourd'hui au quotidien. C'est comment un simple libraire en ligne, et qui vendait des DVD, des choses qu'aujourd'hui qu'on n'utilise plus, on n'en achète plus, est devenu l'acteur le plus puissant du commerce mondial et qui est incontournable. C'est une transformation auquel on a assisté ces dernières années avec eux. Ils ont donc de cet objectif et de cette demande du patron d'Amazon, il y a eu tout le monde s'est mis en bataille et le centre donc de cette stratégie fut la supply chain parce qu'il y a eu une exigence très importante. Le tournant, ce fut en 2005 quand Amazon Prime fut lancé. Amazon Prime, c'était, je pense que je n'ai pas besoin de vous dire ce que c'est, mais en 2005, c'était quand même une souscription annuelle pour avoir la possibilité d'avoir la livraison en 2 jours. Bon, à l'époque, ça ne se faisait pas beaucoup. Hein. C'est comme Gmail, quand il a été créé en 2004, il donnait 2 gigas. À l'époque, on donnait quelques mégas. C'est sûr que ça faisait une grosse différence déjà à l'époque. Là, c'est pareil. En 2 jours, on pouvait livrer tout ou presque grâce à Amazon. Les concurrents se sont mis au niveau, et pendant qu'ils se sont mis au niveau, même s'ils savaient qu'ils étaient à perte, parce que c'est complètement illusoire de livrer en 2 heures, en 1 heure, voire même en 2 heures, ils l'ont fait uniquement pour tuer la concurrence. Mais parce qu'ils savaient aussi qu'ils avaient les moyens de pouvoir arriver à cet objectif de livrer en 2 heures. Donc le tournant d'Amazon Prime, d'Amazon Prime a complètement changé la donne, et maintenant c'est devenu quasiment ça a encore plus augmenté l'exigence d'Amazon envers tous ceux qui travaillent pour eux. Et là, on va juste donner quelques autres statistiques pour pas que je les oublie. Celle-ci, qui est l'externalisation de la gestion des stocks. Je ne sais pas si vous savez que 82% des ventes sont faites par des gens qui stockent pour Amazon les produits qui sont vendus. 82%, ce qui représente plus de 22 milliards en 2016 de chiffre d'affaires. L'expédition, par contre, en 1 heure, qui est quand même quelque chose qui est leur marque de fabrique, c'est Amazon qui l'a fait. Bon, ça, vous le savez. Pour eux, la logistique est vraiment quelque chose d'obsessionnel également. Et donc, dépendre de logistique de tiers était purement impensable. Donc, c'est eux qui gèrent en particulier celles du dernier kilomètre et des options en 1 heure. La gestion des entrepôts. La gestion des entrepôts, qui sont plus de 220 dans le monde aujourd'hui, sont stratégiquement placés en se rapprochant le plus des métropoles et des centres-villes. En conséquence, si vous achetez
les produits qui s'affichent sur votre page Amazon ne sont affichés que parce que les stocks sont proches de vous et uniquement. Donc je pense que si vous regardez votre Amazon et votre voisin regarde un Amazon qui habite à un endroit bien différent, bah vous aurez deux pages complètement différentes en tapant les mêmes mots dans le moteur de recherche. Donc ça va jusque-là, c'est que la supply chain, elle est vraiment au centre, ça va ça a impacté jusqu'au contenu du site en lui-même. Les entrepôts sont aussi divisés en zones de stockage, en 5 zones de stockage, avec la bibliothèque principale qui correspond au stockage de livres et de magazines. Ensuite, tout un tas d'autres zones qui permettent aussi de localiser très rapidement, les produits qui sont ultra demandés. En 2012, ils ont fait l'acquisition d'une société qui s'appelle Kiva Systems, qu'ils ont renommée en 2015 Amazon Robotics. Cette société a pour vertu d'avoir permis à Amazon d'avoir toute la robotisation qu'on a là, de mettre toute l'IA qu'on a, et surtout maintenant, une fois qu'ils ont réussi à l'adapter, à travailler avec, de revendre ces services-là aux autres. Donc en plus, maintenant, ils gagnent, déjà en tant que revendeurs de produits, ils deviennent aussi les premiers pour tout ce qui est vente de services, donc ce qui les rend quasiment plus qu'omnipotents dans l'e-commerce. Demain, ils continuent leur expansion en faisant du fret. Emmanuel m'a sorti cet article dans le Wall Street Journal. Peut-être que là, ce sera encore plus fort, c'est que là, ils seront encore plus partout. C'est qu'en gros, écologiquement parlant, ça coûtera beaucoup moins cher en tant que ça fera moins d'empreinte carbone, pardon. Et donc, on se retrouvera encore plus entouré d'Amazon. Donc ceux qui peuvent éventuellement avoir des craintes avec un des GAFA, s'il y avait un qui pourrait poser encore plus de problèmes par rapport aux autres commerçants et e-commerçants, c'est bien Amazon. Je ne sais pas si vous vous souvenez de ce film dans les années 70 qui était Le Grand Bazar de Claude Zidi, où on voit Michel Galabru d'un côté petit commerçant, Michel Serrault avec son Euromarché. Vous savez, Euromarché, ça n'existe plus trop. Et on voit comment un hypermarché peut tuer un petit commerce. Là, c'est rien à côté de ce qui peut se passer. Si on continue pour faire le parallèle avec Alibaba, ils étaient 22 000 en 2012, 66 000 en 2018. Vous voyez, c'est beaucoup, beaucoup moins que Amazon, près de 10 fois moins. Ce qui est quand même un peu un paradoxe, parce qu'on pouvait penser qu'une entreprise chinoise pouvait potentiellement avoir plus d'employés. En termes de robots, par contre, ils ont un nombre équivalent. Donc on peut détecter une forme de tendance qu'Alibaba suit, qui est différente d'Amazon. C'est que les robots, là, pareil, on va mettre une petite vidéo qui peut ressembler beaucoup à celle d'Amazon, sauf que les robots, ils sont bleus, en l'occurrence. Là, c'est un des petits robots bleus là, qui sont en bas et qui sont une soixantaine dans ce grand hangar qui est basé dans cette ville de Chine et qui permet d'amener des commandes qui viennent d'être faites, qui sont envoyées par Wi-Fi. Eh bien, eux, ils ont axé une grosse partie de leur stratégie de supply chain sur l'innovation. Et cette innovation, on n'a pas besoin peut-être de la musique. On n'a peut-être pas besoin de la musique, voilà. Et donc, ce que je vais vous montrer aussi juste après cette vidéo-là qui est très éloquente, c'est qu'ils n'arrêtent pas de chercher à innover. Ils n'arrêtent pas de chercher à innover. Et dans cette, comment dire, on peut appeler ça une course à l'innovation et à la surprise pour proposer des choses encore plus extravagantes aux consommateurs. Alors, ils ont fait, je vous présente une autre vidéo juste après, un accord avec Ford qui permet d'acheter sa voiture en 10 minutes. En 10 minutes. C'est quand même un peu paradoxal de se dire que voilà, on commande une voiture. Alors bien sûr, il faut être près de ce distributeur. Donc ça change du distributeur de boissons, vous pouvez imaginer. Mais vous pouvez partir avec votre Mustang en 10 minutes. Et c'est assez épatant qu'une marque américaine se soit associée avec Alibaba. Donc voilà, donc en gros là on lance l'application au milieu des produits habituels que Alibaba vend, on se retrouve avec une Ford et vous choisissez le modèle qui vous convient, Dre, voilà, boum. Et après voilà, il y a une reconnaissance faciale qui va être faite avec une prise donc de
du visage qui servira de validation pour que vous puissiez récupérer votre véhicule et vous pouvez repartir avec. Bien sûr, les garanties bancaires sont prises en amont parce qu'ils connaissent que vous avez tout le temps payé vos commandes, qu'il n'y a pas de problème, que vous êtes quelqu'un de bien, etc. Et vous repartez avec et vous avez, comme là-bas, ils ont aussi un droit de la consommation, vous pouvez si elle ne vous convient pas la voiture, vous pouvez la ramener. Mais vous avez le droit qu'à 5 fois ça. Pour le principe. Mais c'est quand même assez fabuleux de se redire qu'aujourd'hui, on peut vendre des voitures comme on peut acheter des canettes de coca. Hein, ça paraît et c'est toujours, là par exemple, c'est comme Amazon Prime, ce sont des effets d'annonce. Ces effets d'annonce. Mais comment on proposait ça sans avoir réfléchi à une chaîne logistique complètement extravagante qui n'avait jamais été imaginée auparavant. Voilà, et on sait que par exemple vous aimez telle couleur, que vous pouvez éventuellement être sensible à ça, bah, ces produits-là se sont retrouvés en vente très rapidement. Très rapidement. Voilà. Donc en gros, ça c'était pour Alibaba. Alibaba, eux, ils ont été un peu plus loin parce qu'ils utilisent énormément les réseaux sociaux, ils utilisent beaucoup le service client, ils essayent d'être en dévotion complète avec les clients. Donc eux, ils ont la totale de toutes les tâches qui sont importantes en supply chain, en rajoutant les points 7 et 8 que les autres d'Amazon n'avaient pas obligatoirement. Donc pour compléter ce qui s'est dit, donc ils ont une stratégie qui est vraiment très orientée sur l'innovation et l'intelligence artificielle. Ils ont acheté plus de 165 sociétés ces dernières années, ce qui est énorme, et ils investissent des milliards pour n'importe quel programme parce qu'ils savent que c'est important pour eux. Cet investissement, il est nécessaire et indispensable. On va passer à Apple très très vite. Eux, ils sont 123 000. Bien sûr, les 123 000 ne sont pas dédiés à la supply, il faut vous dire les choses. Il y en a beaucoup qui sont sur la création et encore heureux des produits. Le nombre de robots, par contre, est intéressant. Et là, je vous donne. Donc, les robots s'appellent des Foxbots parce qu'ils travaillent avec l'assembleur Foxconn. Il y aura 1 million de robots dans les usines de Foxconn d'ici 2020. Ils sont 100 000. Vous voyez, on a un nombre de robots équivalent entre les 3A, si ça peut vous donner un repère. À titre d'exemple, pour l'iPhone 6 que vous connaissez, il fallait 10 000 robots pour confectionner, pour fabriquer l'iPhone 6 dans sa globalité en termes de contenu, de quantité, pardon. Pour le dernier téléphone qui va sortir, parce qu'il a un petit peu de décalage, là, l'iPhone XR, actuellement les usines en Chine produisent 590 téléphones par heure. Ça revient à un téléphone toutes les 6 secondes. Je ne sais pas si vous vous souvenez du 3410 de Nokia, il y a longtemps. C'était un téléphone qui était fabriqué en quelques secondes également et qui a fait la fortune de Nokia. Sauf que c'était de la robotisation sans intelligence. Vous pouvez imaginer un 3410 et un iPhone, ce n'est pas du tout le même type de téléphone et vous devez avoir une autre technologie que des simples robots soudeurs pour pouvoir fabriquer ça. Et bien là, on revient donc au temps de Nokia. Et il faut dire les choses entre nous, hein, il n'y a personne d'Apple ici. La marge faite par les uns et les autres ne sont pas tout à fait les mêmes. Voilà. Là, dernièrement, donc Apple a essayé donc au niveau des robots, parce que c'est très violent, parce que là, effectivement, là, il y a des robots qui ont remplacé des monteurs. Et donc, d'autres choses, la supply chain, tout ce qui va être robotisation, en tout cas, a été repensé. Et une des dernières vidéos, je ne sais pas si vous l'avez vue, c'est une vidéo qui montre Daisy, donc le nom de ce robot, qui désassemble des anciens iPhones dans un but totalement écologique pour montrer qu'il y a du recyclage qui peut être fait et qui désassemble tout un tas de téléphones, de vieux téléphones, des iPhones bien sûr, et qui permettent de pouvoir réutiliser à terme certaines pièces et certains composants. Et donc voilà, donc le robot qui est intelligent, on distingue le nom le modèle et tout de suite il adapte tout ce qui doit être adapté pour pouvoir désassembler ce téléphone. Et ce qui est toujours une voie d'amélioration non négligeable, qui est donc d'améliorer d'augmenter le nombre de composants recyclables dans un téléphone, sur lequel, je ne sais pas si vous avez vu dans la dernière keynote de Tim Cook il y a 3 semaines de cela, ils ont beaucoup insisté sur ce sujet. Donc pour Apple, là on est pareil, là c'est pareil que pour Alibaba, ils profitent de tout, de leur position de leadership et de toute l'influence sociale qu'ils peuvent avoir. Ils jouent beaucoup sur l'intelligence émotionnelle également, parce que vraiment en faisant des produits aussi bien, aussi beaux, etc. C'est vrai que c'est quelque chose qui est
qui est incontestable et qui en fait la première société, qui fut la première société à dépasser les 1000 milliards de valorisation. Pour élargir un petit peu, parce que là on a parlé des trois, si vous regardiez toutes les sociétés qui sont dans l'écosystème de la supply chain, vraiment tout confondu, hein, tout confondu. Là, je n'ai pas parlé de blockchain, mais la blockchain est un élément très important dans tout type de secteur. C'est une nouvelle plateforme. Comme il y a eu le web, il y a eu le mobile, il y aura la blockchain. C'est une nouvelle plateforme. Elle ne vient pas se substituer aux deux premières. Elle apporte des choses qui sont différentes des deux premières. Et la première que la blockchain apportera, c'est la confiance numérique. Et ça, quand vous dites, par exemple, que vous allez travailler à distance avec un nouveau prestataire pour fabriquer tel ou tel objet, si lui, il ne vous connaît pas également, il ne connaît pas vos garanties, avec la blockchain, il n'y aura aucun problème. Vous pourrez commencer à travailler comme si vous travailliez depuis 30 ans ensemble, ce qui est quand même non négligeable. Mais donc, tout cet écosystème existe déjà, il y en a encore plus. C'était une simple slide, sinon, en gros, il aurait fallu un écran 4 fois plus grand. Mais d'autres acteurs ont déjà commencé à attaquer via des startups comme Toyota, à travers ce projet qui s'appelle e-palette, où vous avez une palette qui va venir voir les gens plutôt que vous aller vous déplacer dans un lieu quelconque pour pouvoir acheter la voiture. Voilà, donc c'est ça qui est assez futuriste. Voilà. Et donc, pour revenir à ce qu'avait dit Perle au début, toutes les sociétés qu'on voit là, dont il y avait des logos, vous pouvez voir celles-ci, elles ont un moment bien précis dans l'année pour pouvoir se présenter et être présentes, pour pouvoir faire leurs choses, c'est au CES. Et si vous avez quelqu'un dans vos équipes, ou vous-même, je vous encourage vraiment à y aller au moins une fois. Peut-être pas toutes les années, mais au moins une fois. Et cette année, il y aura 3900 exposants et vous n'aurez pas le temps de voir les 3900. Donc il faudra préparer un peu avant. Donc je vous dis ça entre deux choses. C'est quand même quelque chose qui sera nécessaire pour, si vous voulez y aller là-bas et faire une bonne visite. Et je peux vous assurer que vous repartirez avec plein d'idées. Vous allez voir, c'est assez fabuleux. Si on peut résumer ce qu'on a dit avant de passer à notre panel, les supply chains des grandes entreprises ont réellement mis la supply chain au centre, vraiment au centre de leur stratégie. Il n'y avait rien d'autre. Voilà. S'ils étaient en capacité, alors peut-être à un degré moins d'Apple, parce qu'on va dire que le produit, le device, etc. Mais comme eux, ils ont fait quelque chose de complètement vertical de la création aux Apple Store, même s'ils sont revendus ailleurs, tout était réfléchi. Aujourd'hui, quand vous allez acheter un iPhone, le dernier iPhone, vous allez voir qu'il y a un système en temps réel. Comme les boutiques ne sont pas très éloignées de Paris, si quelqu'un veut acheter un 512 gigas de couleur rose en max aujourd'hui et qu'il n'est pas disponible, vous allez voir qu'il arrivera comme par magie en 5 minutes parce qu'il viendra du magasin d'à côté. Donc vraiment, tout est géré pour qu'il n'y ait pas de déception du client. Ça, c'est un petit peu leur marque de fabrique pour ça. Donc elle se base beaucoup, toutes ces stratégies, on en a vu 3, mais il y en a plein d'autres, on aurait pu prendre plein d'autres, se basent beaucoup sur les nouveaux métiers et les nouvelles compétences, basées sur la robotisation et l'intelligence artificielle. La réalisation de cette stratégie globale conditionne aussi de nouveaux usages. Ces nouveaux usages, on l'a vu pour Amazon, c'est quelque chose qui aujourd'hui paraît naturel, être livré en 2 heures. On va se dire pourquoi les autres e-commerçants ne le font pas. On va dire que c'est eux qui passent. Donc on va tout le temps acheter chez les Américains alors qu'on pourrait le faire en France. Voilà. Et juste, si vous pouvez garder juste une phrase de tout ce que je peux vous dire de cette petite chose, la seule limite que nous pouvons avoir, c'est notre imagination. La technologie, elle, pourra tout faire. C'est juste que je peux vous affirmer de façon certaine. Parce que eux, nos amis américains ou chinois, eux, ils ont déjà bien compris ça depuis bien longtemps. Donc là, on va passer à la présentation d'IBM.